Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet HEC Sec 2025 maths approfondi. On va regarder la partie 1 autour de l'adjoint. C'est un sujet très intéressant, d'un excellent niveau, qui aurait très bien pu tomber pour de très bonnes écoles d'ingénieurs. Euh, c'est un sujet qui peut être très instructif aussi bien pour des élèves en prépa HEC que pour des élèves en maths sup, maths spé, parce que c'est un sujet classique que j'ai déjà vu. Les premières questions, c'est des questions que j'ai déjà vues en sujet d'agrégation en début de problème. Donc voilà, on va attaquer ça. Il y a tout un tas de notations euh, qui sont exposées en début d'énoncé. Et ensuite, on nous définit deux espaces E et F avec des bases orthonormées, orthonormales, une application U de E dans F. Et première question, on attaque avec une application linéaire de E dans R. Donc là, le réflexe, c'est de penser forme linéaire, c'est de penser noyau de dimension n-1. On nous demande de montrer qu'il existe un et un seul vecteur A0 de E, tel que pour tout x dans E, L de x égale A0 scalaire x. C'est une question qui est facile quand on connaît, quand on a déjà vu ça, qui peut être assez difficile, stressante si on n'a pas vu. Et donc, il est bon d'avoir déjà vu ce point. On commence en tout état de cause toujours par la chose la plus facile. Ici, c'est l'unicité. On va supposer qu'il existe deux vecteurs A0 et A1 tels que L de x ce soit égal à A0 scalaire x et A0 et A1 scalaire x pour tout x dans E. Par linéarité, on en déduit alors que pour tout x dans E, A0 moins A1 scalaire x égale 0. Et ça, par définition, ça veut dire que A0 moins A1, c'est un vecteur qui est dans E orthogonal. Et E orthogonal, c'est le singleton 0. Et donc ça veut dire que A0 moins 1 égale 0. Donc A0 est égal à A1 et on a établi l'unicité. Voilà, on se met en confiance par cette premier bout de question et maintenant on passe à l'existence. En fait, l'existence, il va falloir décomposer x dans la base canonique et écrire ce que c'est que L de x. Donc s'il existe A0 tel que pour tout x dans E, L de x soit égal à A0 scalaire x, on va faire une analyse. On décompose x dans la base BE, qui est orthonormée, et donc on peut écrire x comme la somme des EI scalaire x, EI. D'accord? Ça, on peut l'écrire pour n'importe quel vecteur dans une base orthonormée. Maintenant, quand on compose par L par linéarité, on a L de x qui vaut la somme. Les EI scalaire x, ce sont des scalaires, et donc on n'a que le L de i. Maintenant, on réarrange ça pour retomber sur une sur une formule du type A0 scalaire x. Donc, on va tout rentrer, tout ce qui est i, tout ce qui est indicé par i, on va le rentrer d'un côté du produit scalaire, on va laisser le x tout seul. Et ça, on peut parce qu'on a une linéarité à gauche. Et donc, tout ça, c'est la somme pour i de 1 à n de L de ei scalaire x. Et ça, c'est un vecteur. Or, c'est la somme des vecteurs EI, enfin c'est le vecteur dont les composantes sur la base BE, c'est les L de EI. C'est le vecteur naturel, image de cette base, si vous voulez, ou la somme des images de la base. Et donc on pose A0 comme étant ce vecteur. Et la synthèse, ben, on vérifie bien que A0 scalaire x, c'est juste le calcul inverse, c'est bien L de x. D'accord? Puisque la base est orthonormée. Et donc on a prouvé l'existence et l'unicité de ce vecteur A0. Donc une première question qui est pas simple si on ne connaît pas, qui peut décontenancer, c'est une question qui est classique, qu'il faut avoir vue. Mais voilà, là c'est l'occasion pour ceux qui ne connaissaient pas d'approfondir ça en vue des oraux. Euh, Deuxième question, on nous demande maintenant d'en déduire que pour tout y dans f, il existe un seul zy dans E, tel que pour tout x dans E, u de x scalaire y dans f égale z de y scalaire x dans E. Et donc, on va utiliser la question précédente.
on va définir une forme linéaire qui nous tend les bras. C'est la forme linéaire de E dans R qui a X associe U de X scalaire Y. D'accord? On a posé Y et on a une forme linéaire en X. Pourquoi? Ben, parce qu'on a la linéarité à gauche du produit scalaire qui nous garantit qu'elle est linéaire. Elle est linéaire par linéarité à gauche de ce produit scalaire. Et donc, d'après la question précédente, il existe un unique ZY tel que pour tout x dans E, ben, l'image ce soit égale, donc L de x, c'est ZY scalaire x, d'après petit 1. D'accord? Donc, la première question nous permet de résoudre cette deuxième question. Maintenant, petit 3, on définit une application U étoile qui s'appelle adjoint, qui a Y, puisqu'on avait en 2, on a posé un Y, ben, qui a Y associé cet unique ZY. Il faut montrer qu'elle est linéaire. On dit que c'est l'application adjointe qui est définie ainsi. Donc, on va le faire, on va prendre alpha dans R, on va prendre Y1 et Y2 dans, euh, dans f au carré, et on va calculer U étoile de alpha Y1 plus Y2, ça c'est Z alpha Y1 plus Y2, qui vérifie bah, ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire U de X scalaire Y2 plus alpha Y1, c'est égal à Z alpha Y1 plus Y2 scalaire X. Et donc maintenant, on va utiliser la linéarité du produit scalaire pour décomposer tout ça. On peut sortir le Y2 plus alpha Y1, on peut le décomposer, on peut sortir le alpha, et on retrouve du ZY1 et du ZY2 par définition. Et ensuite, on peut re-rentrer le alpha par linéarité à nouveau à gauche. Et donc, on a bien que Z de alpha Y1 plus Y2, c'est alpha fois ZY1 plus ZY2. Et donc, on a bien montré la linéarité de U étoile. D'accord? Donc, U étoile est linéaire. Alors, très bien. Maintenant, on nous demande de montrer que la matrice de U étoile dans les bases BE et BF, c'est transposé de A. Ben, on va utiliser la formule qu'on vient de nous donner. La matrice, donc si on prend euh, le M, si on l'appelle M cette matrice, MJI, par définition, c'est EI scalaire U étoile de FJ, puisqu'on est dans des bases orthonormées, et le coefficient MJI, c'est la projection de l'image par U étoile de FJ sur le vecteur EI. Et ça, par définition de U étoile, c'est U de EI scalaire FJ, qui par définition est AIJ. Et donc, on a bien que M, c'est la transposée de A, puisque le coefficient JI de M, c'est le coefficient IJ de A. D'accord? Alors, on nous demande d'en déduire que le rang de U étoile, c'est le rang de U, et que U étoile étoile, c'est U. Le rang de A transposé, c'est le rang de A, puisque le rang, c'est le nombre de lignes maximales, c'est le nombre maximal de lignes ou de colonnes linéairement indépendantes. Ça ne change pas si on transpose. Et donc, le rang de U étoile, c'est le rang de U. D'accord? Quand on prend une matrice, son rang, c'est le nombre maximal de lignes ou de colonnes qui sont linéairement indépendantes. Ça, c'est la définition du rang. Et quand on transpose, ben, on transforme les lignes en colonnes, les colonnes en lignes. L'indépendance des lignes et des colonnes ne change pas. C'est juste qu'on inverse, on change les lignes par les colonnes et les colonnes en lignes. Et donc, on ne change pas le rang. Donc, le rang de U étoile, c'est bien le rang de U. Maintenant, la matrice de U étoile étoile, bah, c'est la transposée de A, d'après ce qu'on vient d'établir. Et la transposée de la transposée, bah, c'est A elle-même. Et donc, U étoile étoile, c'est bien U. Voilà, ça c'est assez direct.
Question 5, montrer que l'image de U étoile, c'est l'orthogonale du noyau de U. On va le faire par inclusion et dimension. Donc on va d'abord montrer l'inclusion, que l'image du U étoile, c'est dans l'orthogonale du noyau de U. On prend X dans l'image de U étoile, on en déduit Y dans F, tel que U étoile de Y égale X. Maintenant, on va montrer que ce vecteur est orthogonal à tous les vecteurs du noyau. Donc on prend un vecteur du noyau de U, donc il vérifie que U de Z vaut 0. Et on va écrire Z scalaire X. Ça, c'est Z scalaire U étoile de Y. Et maintenant, grâce à la définition ou à la propriété de l'adjoint, à la propriété 1, bah ça, c'est U de Z scalaire Y. Comme U de Z vaut 0, ça fait 0 scalaire Y et ça fait 0. Il est bon de bien préciser dans chaque produit scalaire dans quel espace on est pour bien montrer qu'on maîtrise les notations. Donc là, on a montré que l'image de U étoile est incluse dans l'orthogonale du noyau de U. Ensuite, on utilise le théorème du rang et la somme directe entre un espace et son orthogonale. On a d'une part que la dimension du noyau de U plus le rang de U, c'est la dimension de E. Et on a d'autre part que le rang de U, c'est le rang de U étoile. Donc déjà, on a la dimension du noyau de U plus le rang de U étoile, c'est la dimension de E. Euh, et ensuite, comme E est dimension finie, bah, le noyau de U plus son orthogonale, c'est exactement E. Donc la dimension du noyau de U plus la dimension de l'orthogonale, c'est la dimension de E. Et donc on a bien que le rang de U étoile, c'est égal à la dimension du noyau de U orthogonal. Ainsi, vu qu'on a deux espaces de même dimension dont l'un est inclus dans l'autre, ça veut dire qu'ils sont identiques. Et donc, l'image de U étoile, c'est bien égal au noyau de U orthogonal. Voilà, ça se fait bien. Il faut connaître, c'est une mécanique assez classique, mais qu'il faut connaître. Voilà. Question 6. Maintenant, on nous demande de travailler sur le noyau de U étoile rond U et de montrer qu'il est égal au noyau de U. Et ensuite, pareil pour les images. Donc, pareil, on fait une double inclusion, plus... là, on fait une double inclusion, pardon. Pas de dimension là-dedans. C'est tout à l'heure, je pense qu'on fera les dimensions. Donc, d'une part, je prends X dans le noyau de U. U de X vaut 0, donc U étoile de U de X vaut 0, et donc X est dans le noyau de U étoile rond U. Ça, c'est direct. Maintenant, pour un élément du noyau de U étoile rond U, on va utiliser l'identité 1 de l'énoncé. La U étoile rond U de X égale 0. Et donc 0, c'est X scalaire U étoile rond U de X. Et ça, par l'identité 1, c'est U de X scalaire U de X. Et donc ça, c'est la norme au carré de U de X dans F. Et donc ça veut dire que U de X vaut 0, puisqu'on a une norme par identité de séparation. Et donc X appartient au noyau de U. Donc on a montré la double inclusion, que le noyau de U étoile rond U, c'est le noyau de U. Maintenant, pour les images, on va utiliser l'inclusion plus les dimensions. Euh, la première, c'est direct, pour tout x dans U étoile rond U de X, c'est U étoile de U de X, c'est dans l'image de U étoile, et donc ça veut bien dire que l'image de U étoile rond U, c'est inclus dans l'image de U étoile. Ça, c'est évident. De plus, on va utiliser le théorème du rang pour U étoile rond U, ainsi que les égalités des noyaux. Donc, on a d'une part que U étoile rond U et U ont le même espace de départ et le même noyau, et donc ça veut dire que leurs images vont avoir la même dimension. C'est le théorème du rang. Donc, on a les images qui ont la même dimension. Euh, donc, ça veut dire que l'image de U étoile rond U et l'image de U ont même dimension.
Comme en plus l'une est incluse dans l'autre, de la même manière, on en déduit leur égalité. Voilà. Donc, vous voyez, une fois qu'on a passé cette première question, après ça déroule pas mal. Question 7, on nous définit une application W de l'image de U étoile dans elle-même, qui à X associe U étoile rond X. Il faut montrer que c'est un isomorphisme et donner une interprétation matricielle. Alors d'abord, image de U étoile, c'est un sous-espace vectoriel de E, comme image d'un espace vectoriel par une application linéaire. Ensuite, ben, l'image U étoile rond U, elle est bien dans image de U étoile, donc c'est bien défini. Donc W, c'est une application de image de U étoile dans image de U étoile. Et on peut dire que c'est un endomorphisme parce que c'est la composée de deux applications linéaires, U étoile et U. OK? Donc on a montré que c'était un endomorphisme de l'image de U étoile. Maintenant, on veut montrer que c'est un isomorphisme. Et comme on a montré que c'était un endomorphisme en dimension finie, il suffit de montrer l'injectivité. J'aurais dû préciser pour conclure l'objectivité, car image de U étoile est de dimension finie. D'accord? Important. Sinon, on peut perdre un petit chouïa. Donc, on prend un élément du noyau, il est dans l'image de U étoile, il est dans le noyau de U étoile rond U, qui est aussi le noyau de U, d'après la question 6. Donc, on a un élément qui est à la fois dans l'image de U étoile et dans le noyau de U. Or, l'image de U étoile, c'est le noyau de U orthogonal, d'après la question 5. Et donc, un élément qui est dans un espace et son orthogonal, c'est forcément 0. Donc, W est injectif, et donc c'est un isomorphisme de l'image de U étoile. Matriciellement, ça veut juste dire que Y égale transposé de A à X, c'est-à-dire Y égale mx, a une unique solution X sur l'image de U étoile, pour tout Y dans l'image de U étoile. Ça veut juste dire ça. Ok, question 8. On nous définit un projecteur orthogonal pi de f sur l'image de U étoile, Q sa matrice dans la base BF. On demande de montrer que TAQ égale TA. Donc on va décomposer f en image de U plus image de U orthogonale. On prend un élément de f qu'on va décomposer en somme x1 plus x2 dans cette somme directe. Et on va calculer πx. Πx, c'est πx1 plus πx2, et ça vaut x1 par définition, puisque l'image de U étoile, c'est le noyau de pi. Donc on a U étoile rond pi de x, ça c'est U étoile de x1. D'accord? D'autre part, en inversant U et U étoile dans la question 5, en fait, on montre que l'image de U, c'est le noyau de U étoile orthogonal. Et donc, l'image de U orthogonale, c'est le noyau de U étoile, puisqu'on est en dimension finie, on peut prendre l'orthogonale de l'orthogonale. Et donc, x2, il appartient à l'image de U orthogonale qui est le noyau de U étoile, et donc U étoile de x2 vaut 0. Et donc, U étoile de x, ça vaut U étoile de x1. D'accord? Parce que U étoile de x2 vaut 0. Quand on compose, quand on évalue U étoile en x, il ne reste que U étoile de x1. Et on a prouvé juste ici que U étoile de x1, c'est U étoile rond pi de x. Et donc U étoile rond pi, c'est U étoile. Donc matriciellement, transposé de AQ, c'est transposé de A dans les bases BF et BE. Alors, petit b, montrer que la trace de Q, c'est le rang de Q. Alors,
euh, on va prendre la bonne base, la matrice de pi dans une base adaptée à f, image de u en somme directe orthogonale avec image de u étoile, et les diagonales avec des 1 pour les vecteurs de image de u et des 0 pour ceux de image de u orthogonale. Et donc, c'est-à-dire que la trace de pi, c'est exactement la dimension de l'image de u. Et donc, la trace de q, c'est le rang de u, parce que la trace est invariante par changement de base. Donc, quelle que soit la base dans laquelle on travaille, que ce soit une base adaptée ou la base euh, de euh, la base canonique qu'on nous a fournie dans l'exercice, dans le problème, on va avoir la même trace. La trace de Q, c'est le rang de U. D'accord? Il faut voir toujours une projection orthogonale, une application qui, dans une bonne base, c'est une matrice diagonale avec D1. Ça, c'est les éléments de la base de l'image, qui est invariante. Tout vecteur est envoyé sur lui-même. Et D0, c'est les vecteurs du noyau. Donc la trace, ça va faire que la somme des 1. Et donc c'est exactement le rang de U ici. Question 9. Montrer que M est inversible si et seulement si A est de rang égal à P. Donc M, on l'avait défini en début d'énoncé, c'est transposé de A à A. Elle est inversible si et seulement si son noyau est réduit à 0, puisque M est carré. Hein, ça c'est important, hein, c'est parce qu'elle est carrée, elle est de dimension pp. Alors, d'une part, on remarque que le noyau de A est inclus dans le noyau de M, puisque si AX égale 0, bah, transposer de A à X égale 0. Et d'autre part, on va montrer que si X est dans le noyau de M, alors Mx égale 0, on peut composer par la transposée de X, c'est-à-dire que X scalaire Mx égale 0, mais X scalaire Mx, c'est transposé de AX fois AX. C'est AX norme au carré. Et donc ça veut dire que AX vaut 0, et donc X est dans le noyau de A. Donc on a montré que le noyau de A, c'est pareil que le noyau de M. Et maintenant, par le théorème du rang appliqué à U, on a le rang de U, c'est P moins la dimension du noyau de U, c'est-à-dire c'est P moins la dimension du noyau de A. Le début du problème nous a permis de confondre les noyaux d'une matrice et d'une application. Et donc le rang de A, c'est le rang de U, c'est P moins la dimension du noyau de M. D'accord? Puisque le noyau de M, c'est le noyau de A. Et donc on a bien montré que M est inversible si et seulement si le rang de A égale P. C'est-à-dire si et seulement si le noyau de M égale 0. Avant-dernière question, on suppose maintenant que le rang de A est égal à P, c'est-à-dire que M est inversible. Montrer que Q égale A M-1 TA. C'est une question difficile parce que il faut la prendre sous le bon angle. Et en fait, le bon angle, c'est de montrer que cette expression AM-1 TA, c'est exactement le projecteur orthogonal de F sur l'image de U. Et donc on le démontre, on montre que c'est un projecteur, on montre qu'il est sur F, que son noyau c'est l'image de U, qu'il est pardon sur l'image de U, que son noyau c'est l'image de U orthogonale, et donc on montre que c'est exactement Q. Donc on l'appelle Q1. On montre que Q1 carré, c'est Q1. Donc pourquoi? Ben, quand on réécrit AM-1 transposé de A deux fois, on voit qu'il y a un transposé de AA qui vaut M, et MM-1, ça fait l'identité. Et donc Q1 carré, c'est exactement égal à Q1. Donc Q1, c'est la matrice d'un projecteur. On prend un élément de l'image de U, donc il existe un vecteur Y tel que AY vaut X. Et alors Q1 de X, c'est Q1 de AY. Et on identifie à nouveau M-1 fois TAA. Et donc ça fait AY, ça vaut X. Et donc on trouve que Q1 de X vaut X.
Et maintenant, si on prend un élément de l'orthogonale de l'image de U, d'après la question 8, c'est le noyau de U étoile, et donc transposé de A à Z, ça vaut 0, et donc Q1Z, ça vaut 0, puisqu'il y a un transposé de A tout à droite de la formule de Q1. Donc Q1, c'est d'un projecteur sur l'image de U, parallèlement à l'image de U orthogonale, c'est donc exactement Q. Et donc Q vaut AM-1 transposé 2. Je passe sur la question Python et je vais enfin directement sur la question 11. On prend un vecteur x de MP1 de R. Il faut montrer que Tx mx, c'est positif ou nul. Ça, c'est un grand classique. En fait, Tx mx, c'est Tx TAAX. Et le TXTA, c'est la transposée de AX. Donc, on a la transposée de AX fois AX. Ça, c'est le produit scalaire de AX par lui-même, c'est-à-dire la norme de AX, le tout au carré. Et ça, c'est un nombre positif ou nul. Et donc, pour tout x dans MP1 de R, on a bien montré que Tx et Mx, c'est positif ou nul. Donc voilà pour cette première partie, je trouve intéressant, d'un très bon niveau. Bravo à tous ceux qui s'en sont sortis. C'est un excellent sujet de révision. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à interagir et je me ferai un plaisir de vous donner les précisions qu'il faut. Il faut bien connaître un peu tous ces raisonnements parce que lorsqu'ils tombent, il faut savoir par quel bout prendre chacune des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à la vidéo si vous avez aimé, et puis à très bientôt.